Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, pensées dès l'écriture pour être écoutées. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les démons d'Hugo, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de 4 démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de porte sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin. Une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers, dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les 3 premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année, avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le monde d'Egadia. Soyez les bienvenus dans le 23e chapitre de cette Superflame Story. La 5e porte, chapitre 23, 23 décembre. La nuit dernière, personne n'avait véritablement réussi à fermer l'œil. Durant une partie de la nuit, les Marmottanais s'étaient remémorés les moments qu'ils avaient passés en Egadia. Ils avaient découvert un nouveau monde, un endroit vaste, à la population complexe, aux paysages somptueux, aux créatures fantastiques. Ils avaient vécu des choses. Tant de choses. De l'île aux âmes au continent, des plaines du Nord à Isénac. Pourtant, ils n'avaient vu qu'une si petite partie du vaste monde qu'était Egadia. Mais au cours de la nuit, cet étrange sentiment de nostalgie avait cédé sa place à la peur. La peur de ne pas parvenir à sauver Marmottin. La peur d'être de nouveau séparés en retournant voir la gargouille. La peur d'être trahi par Jalnar, l'infâme propriétaire de Porte qui avait réduit à néant la cité de Rollheim, était une véritable peste. Sous son air calme et abattu de prisonnier millénaire se trouvait un esprit malade et dangereux. Au beau milieu de la nuit, l'homme s'était mis à hurler, provoquant l'irruption dans sa chambre du commissaire Tassier et de l'inspecteur Bloom. Jalnar s'était alors jeté sur l'inspecteur en tentant de l'étrangler, tout en invoquant sa porte. Bien heureusement, le commissaire Tassier était parvenu à lui faire une clé de bras, tandis qu'Andrew l'enchaînait de nouveau. Il avait réussi à se libérer de ses liens en psalmodiant inlassablement des phrases en langue ancienne. Cela avait grandement étonné Cornelius et Camélia. Les 2 vieux propriétaires de Porte savaient que la langue ancienne permettait de lancer de petits sortilèges, mais ils n'avaient jamais envisagé la possibilité que l'on puisse se passer d'un ouvrage magique pour briser des chaînes. Il fut donc décidé d'enfermer Jalnar dans la cave du lettré Carmin. Les autres propriétaires de Porte avaient donc décidé de se relayer toute la nuit pour le surveiller. « Ce demi-dieu est infernal !» lança Camélia en arrivant dans le salon de Carmin de bon matin, tandis que tout le monde rassemblait ses affaires. « Je vous avais prévenu », déclara Talion. « Il ne faut jamais accorder la moindre confiance aux gens qui descendent de Pestal. » « Les enfants de Rollheim ne sont pas mieux, » répondit Jalnar du tac au tac, tandis que Cornelius la menait dans la pièce. « Qui est Rollheim ?» demanda Fonck en étalant du beurre sur une tartine. Le lettré Carmin expliqua. « Rollheim est un des très nombreux noms que l'on donne à l'unique, le premier des dieux. Pestal était en quelque sorte son frère maléfique. »« Ouais, le diable quoi », commenta l'inspecteur Bloom. « C'est un petit peu plus compliqué que ça, » compléta Talion.
Mais je peux comprendre que ce soit difficile à intégrer pour un terrarien. Vous calquez trop facilement votre vision monothéiste des choses sur les divinités. L'inspecteur Bloom sourit et fit une courbette. Merci, ô grand talion, de nous éclairer de vos lumières infinies. Bon, ce n'est pas tout, mais nous avons un village à sauver, s'exclama Alias en se levant. D'après les nouvelles observations de Bloom et Bennett, Oshiro ne tiendra pas plus de 48 heures supplémentaires. Pour être exact, reprit Andrew, c'est son katana magique qui sera totalement consumé avant le 25 décembre. Sur ces paroles, Alias, Bloom, Emily, Oswald, Tassier, Fonk et les 5 propriétaires de porte, oui, ça en faisait du monde, quittèrent la demeure du lettré Carmin et se rendirent sur le rivage, là où se trouvait la grotte dont les policiers étaient sortis quelques semaines plus tôt. Mais quelque chose clochait. Tout était calme, bien trop calme. Alors que le groupe pénétrait dans la grotte, l'inspecteur Bloom entendit dans son dos de nombreux bruits de pas. « Les amis, je crois qu'on a de la compagnie », s'exclama le policier en levant les mains avant d'être imité par tous les autres. « Surprise, surprise !» lança la voix de Contumace. Il se trouvait derrière un cordon de soldats de l'Empire qui préparaient une embuscade sur l'île depuis plusieurs jours. « Contumace, espèce d'enfoiré !» lança Alias. « Allons, calmez-vous, 001. N'y voyez strictement rien de personnel. C'est un jeu, voyez-vous. J'ai gagné 5 propriétaires de porte et vous en avez perdu tout autant. Voilà tout. » Derrière les soldats de la régulière débarquèrent une dizaine d'hommes de la garde occulte. Ils étaient accompagnés de Talbot. L'inspecteur Bloom était fou de rage. « Non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Si vous récupérez les propriétaires de porte, Marmottin sera rayé de la carte. » « Ce n'est plus mon problème à présent, » répondit Contumace du tac au tac, tandis que Talbot, lui, semblait un peu plus hésitant. Alors que les gardes occultes s'approchaient des propriétaires de porte pour les enchaîner, Jalnar, le seul qui était déjà à pieds et poings liés, s'énerva. « Oh non! Je ne peux pas vous laisser faire. Si nous ne sauvons pas le village de la Terra, je ne reverrai jamais ma douce Lexeria. » Sans livre aucun, Jalnar brisa ses chaînes, comme si elles étaient faites de terre cuite. Ce après quoi, il se mit à faire d'étranges mouvements avant de planter ses mains dans le sol. La terre se mit alors à trembler, ce qui fit tomber la plupart des soldats. « Soldats, mais enfin faites quelque chose !» s'exclama Contumace, comprenant que la situation lui échappait. Les gardes occultes dégainèrent des livres magiques et les soldats de la régulière commencèrent à tirer dans le tas. Mais c'était sans compter sur les propriétaires de porte qui se servirent de leurs puissants artefacts pour créer un long mur impossible à détruire. « Allez vous réfugier dans la grotte !» cria Camélia, tandis que Talion se mettait à tirer sur les soldats avec son pistolet et que Cornelius utilisait un livre magique en réponse aux attaques des gardes occultes. Les impériaux, bien que coutumiers à l'arrestation de propriétaires de porte, n'avaient pas pris la mesure de la difficulté que représenterait le fait d'en capturer 5 d'un coup. Surtout que l'un d'eux était un des descendants de Pesta. Andrew comprit à quel point Jalnar était puissant quand celui-ci se mit à utiliser toutes sortes de sortilèges sans avoir besoin d'utiliser le moindre livre. S'il avait voulu, murmura Bennett, il aurait pu tous nous tuer dès que nous l'avons sorti de sa prison. Les dieux en soient remerciés, il ne l'a pas fait, cria Cornelius, tandis que Jalnar déclenchait une tempête qui força les impériaux à prendre la fuite. Sur place, il ne restait que Talbot. L'agent de la DPA s'était caché derrière un rocher. « Eh bien alors, agent Talbot, vous ne prenez pas la poudre d'escampette ?» demanda Talion. « Non, à vrai dire, j'aimerais retourner sur Terre. »« Et puis quoi encore ?»« Je vous en prie, Contumace est devenu totalement cinglé. »« Comment ça, devenu cinglé ?» plaisanta l'inspecteur Bloom en ressortant de la grotte pour voir comment s'en sortaient les Dokipa. « Depuis que nous sommes arrivés en Negadia, il s'est mis à improviser. On n'a pas du tout respecté le plan initial. Je vous en prie, si vous me laissez venir avec vous, je vous raconterai tout. » « Dans le fond, pourquoi pas ?» déclara Andrew. Bien que la plupart désapprouvaient la présence de Talbot, certains l'avaient finalement un peu pris en pitié. Le pauvre agent de la DPA semblait quelque peu dépassé par la tournure qu'avaient pris les événements. Bientôt, Anne Roar, la gargouille qui gardait les lieux, privés. « Oh, tiens, en voilà du monde.
Oh, mais il y a des Dokipa également. C'est jour de fête, on dirait. Gargouille, lança Alias, nous voulons nous rendre sur Terre. Ainsi donc, tout ce joli monde veut se rendre au cœur de la croisée. Et il y a même... Quoi? Non, pas lui! C'est impossible! S'exclama la gargouille en reniflant Jalnar. Que fait l'invocateur de Salmar le dévoreur dans ma grotte? C'est une longue histoire, Anroar. Déclara Camélia. Mais crois-moi, c'est pour le meilleur. Rien, écoutez-moi bien, rien de bon ne se présage quand le traître d'Okipa traîne dans les parages. Grommela la gargouille. Mais bon, ainsi soit-il. Cela vous coûtera, oui, 50 plumes d'or. Comment ça, 50 plumes d'or? S'énerva Cornelius. Tu as augmenté tes tarifs, Anroar. Vous êtes nombreux et il y a un descendant de Pestal dans le lot. 50 plumes d'or, ou je n'ouvrirai pas le passage. Tu es dur en affaires, Anroar, déclara Talion en sortant une énorme bourse de son manteau. Tu veux 50 plumes d'or? Eh bien, je t'en donne 100, si tu fais vite. La gargouille s'approcha de Talion et lui chippa son sac de pièces. Elle l'ouvrit, renifla l'or, bava quelque peu et afficha un grand sourire. Fort bien, je vous ouvre le passage. Lança Anroar avant de claquer des doigts. Un tourbillon se forma ensuite dans le petit lac souterrain. Prenez bien votre temps, allez-y les uns après les autres, S'exclama Alias. Sinon, nous allons être séparés à l'arrivée. Tout le monde se plaça en file indienne. Tous entrèrent dans l'eau du lac un par un, en prenant bien soin de veiller à ce que le précédent ait bien été happé par les eaux. Comme le lieutenant Fonck ne savait toujours pas nager, il avait décidé d'attendre le dernier moment. Assis sur un caillou, il semblait stressé. Sentant la détresse du pauvre lieutenant, Émilie et Oswald décidèrent de le prendre par la main. « Allez Oswald, tu passes devant !» s'exclama Émilie. L'ancien propriétaire de porte lâcha la main de Fonck et se jeta dans l'eau. « Ravioli splash !» cria-t-il en éclaboussant les autres voyageurs. « Allez lieutenant Fonck, c'est à votre tour !» lança la scientifique, tandis que le policier s'avançait timidement. « Je serai juste derrière vous, courage !» Le policier s'avança alors dans l'eau du lac. Comme il avait peur de se noyer, il ne se rendit pas compte que mademoiselle Lorne avait discrètement glissé un mot dans la poche de son manteau. Il ne se rendit pas non plus compte qu'elle n'avait pas emprunté le passage. Quelques instants passèrent et tout le monde se retrouva au cœur de la croisée, la fameuse montagne qui se trouvait aux abords de Marmottin. « Est-ce que tout le monde est là ?» demanda Alias avant d'être repris par la gargouille qui s'occupait du passage terrestre. Chut! Surtout, ne faites pas de bruit. L'ombre d'ocre est encore là. Le monstre est toujours endormi. Comment se fait-il qu'il y ait une ombre d'ocre ici? Demanda Cornelius en essorant sa toge, tandis qu'une grenouille dorée venait de sauter par-dessus sa tête. « Attendez un instant, il manque mademoiselle Lorne !» s'exclama Andrew. « Qui est passé avant elle ?» demanda Alias, agacé. Eh bien, elle était juste derrière moi. S'exclama Fonck avant d'enlever son manteau. Il fit alors tomber un petit bout de papier de l'une de ses poches. Il le ramassa et se mit à le lire. J'ai décidé de rester en Egadia. Ce monde est fabuleux et la scientifique que je suis jubile à l'idée d'étudier les mystères qui entourent cet endroit merveilleux. Bonne chance pour sauver Marmottin. Je crois en vous et je vous embrasse, professeur Émilie Lorne. Eh bien, elle a fait son choix. Remettons-nous en route. Il nous reste encore un bout de chemin jusqu'à l'anomalie, déclara Tassier. Le petit groupe avança alors à tâtons, faisant de son mieux pour ne pas réveiller l'ombre d'ocre. L'immense monstre était en train de ronfler. Tout se déroula sans accroc jusqu'au moment précis où une stalagmite se décrocha et tomba pile sur la tête d'Oswald. Le pauvre se mit à crier de douleur, ce qui réveilla le monstre. « Oh! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Courez! Hurla Camélia tandis que tous les membres du groupe prenaient leurs jambes à leur cou. L'immense monstre se mit à courser les pauvres âmes tandis que la gargouille se changeait en pierre. Dans sa lancée, l'ombre d'ocre écrasa quantité de grenouilles et déplaça plusieurs rochers dans un fracas assourdissant.
Nom de Dieu, Oswald! T'étais obligé d'hurler comme ça? S'exclama Tassier, qui, du fait de son surpoids, avait du mal à courir. Ravioli! Répondit mollement Oswald, avant d'être doublé par l'inspecteur Bloom et Talion, qui couraient bien plus vite. Vite, vite! Vers la sortie! Hurla de nouveau Camélia. Ce monstre est trop gros pour passer la première porte! La vieille femme avait vu juste. Alors qu'in extremis tous les membres du groupe étaient parvenus à quitter la grotte, l'ombre d'ocre s'encastra dans le dernier couloir, à mi-parcours. Dehors, il neigeait à gros flocons, et il faisait nuit noire. Dans le ciel, on pouvait toujours voir l'étrange lumière formée par la bulle temporelle d'Oshihiro. Le Yakuza avait tenu bon. « Oh, les amis, nous sommes enfin de retour à la maison !» s'exclama l'inspecteur Bloom. Il était 23h59.